À partir de 1942 et de son débarquement en Afrique, dans le cadre de l'opération Torch, la puissance militaro-industrielle américaine va dominer pleinement la stratégie alliée sur l'ensemble des champs de bataille de l'Europe de l'Ouest. Et en août 1944, c'est sa stratégie qui aura amené les trois puissances alliées, américaines, russes et britanniques, aux frontières même de l'Allemagne. Pourtant, la charge éclair ayant déferlé sur l'Europe à partir de la Normandie s'est quelque peu enlisée, et les commandements alliés ont débattu sur la meilleure manière d'écraser les forces nazies défendant leur patrie. Tandis que la plupart des généraux poussent à des vastes campagnes calculées en direction d'un certain nombre de points situés dans les pays de l'Axe, il en est un, et un seul, qui s'obstine à prêcher pour une attaque simple et décisive, à portée au cœur de l'Allemagne, afin d'en finir avec cette guerre. Cet homme s'appelle Bernard Montgomery, plus connu sous le diminutif de Monty. Monty écrira un jour que toute sa vie n'a été faite que de batailles. Commencé avec ses parents, sa résistance rebelle s'est exercée contre ses professeurs, ses supérieurs hiérarchiques, contre ses ennemis en temps de guerre, pour finir sur la mort elle-même. 2 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale, elle lui enlève en effet son épouse Betty bien-aimée. Celui qui va devenir maréchal est issu d'une famille étrangère au monde militaire. Son père est un missionnaire anglican, sa mère une épouse et maman dévote et dévouée. Monty ne se soumet pas aux prêches de l'Évangile. Il est trop marginal pour cela, trop rebelle même. Battu par sa mère pour des fautes incommises, son mauvais caractère prend peu à peu le dessus, à en devenir d'ailleurs assez sauvage. En 1906, Monty intègre l'Académie militaire britannique pour en sortir rapidement promu au grade de chef de compagnie. Mais déjà, Monty montre autant d'excès et de faiblesses qu'il n'a de qualité. C'est cela même qui va plus d'une fois lui faire emprunter des chemins conflictuels. C'est à la suite d'un épisode particulièrement violent, où il passe juste à côté de l'expulsion. Il a essayé de brûler un de ses condisciples, que cette espèce de brute sauvage décide de focaliser son impulsivité en choisissant une profession où il devrait exceller, la carrière militaire. Très tôt, Monty se voit nommé officier dans les Indes britanniques, avant de rentrer en Grande-Bretagne en 1912, où il reste en poste jusqu'à la guerre. À ce stade, rien encore de ses activités ne semble l'avoir préparé à ce à quoi il va devoir faire face sur les champs de bataille européens. Sa première confrontation avec l'armée allemande le voit mener une charge suicidaire à travers un champ criblé de cratères de boue. Un effort vaillant, mais d'une folie totale. En quelques secondes, la plupart de ces hommes sont fauchés par le feu déferlant des mitrailleuses ennemies. Sa propre survie ne tient qu'à un accident. Son élan insensé fait trébucher le jeune officier sur la dragonne de son sabre, le faisant se précipiter tête la première au fond d'une déclivité de terrain. À l'occasion d'une nouvelle charge contre les Allemands, plus tard vers la fin 1914, Monty est touché 2 fois par un sniper, au genou et à la poitrine. Quant au pauvre soldat qui essaie de mettre son officier à l'abri, il s'effondre aussitôt sur Monty, abattu d'une balle par le sniper. Ils resteront ainsi, le mort effondré sur le mourant, pendant plus de 3 heures, sous une pluie diluvienne qui fait glisser sur eux terre et sang mêlé. Quoi qu'il en soit, Monty survit. Il reçoit la seconde des plus hautes distinctions britanniques, la croix de l'or du Distinguished Service, et moins d'1 an plus tard, il s'apprête à retrouver l'ennemi. En dépit de son comportement rude, les supérieurs de Monty voient en leur jeune officier un très fort potentiel. Peu avant la fin de la Première Guerre mondiale, il est promu major et chargé de la programmation des opérations jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918. Les années de vie militaire s'égrènent jusqu'à ce qu'en 1927, il rencontre l'amour de sa vie, Betty Carver. Avec Betty à ses côtés, Monty gravit les échelons et consacre toute son énergie à l'accomplissement d'une longue carrière et d'une longue vie de famille. À la mort prématurée de son épouse, après une longue agonie due à une infection généralisée contractée à la suite d'une piqûre d'un insecte, ce qui va empêcher Monty de perdre pied, c'est précisément sa carrière. La disparition de son amour, combinée au pressentiment d'une nouvelle guerre avec l'Allemagne, le fait se jeter de toutes ses forces dans le travail où il va puiser une ferveur renouvelée. En 1939, juste 3 jours avant qu'Hitler n'envahisse la Pologne, Monty prend le commandement de la 3e division d'infanterie.
Et juste comme il l'a prédit, l'Allemagne entraîne une nouvelle fois l'Europe dans le chaos. Monty et sa 3e division sont envoyés avec la force expéditionnaire britannique de l'autre côté de la Manche dès l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne le 3 septembre 1939. Il a pour mission de prendre position sur le flanc extrême gauche du front dans la perspective d'une avancée allemande attendue dans la partie nord-ouest de la France. Conscient que la chance n'est pas de son côté, Monty entraîne ses troupes à la tactique de la retraite combative. Cette tactique, à laquelle il entraîne ses hommes inlassablement pendant 6 mois, consiste à se battre le jour et à se replier la nuit. Après des mois de guerre larvée, l'Allemagne frappe enfin et coupe les forces alliées en deux. La 3e division de Montgomery, se souvenant parfaitement de la leçon de son chef, contrôle bien sa retraite combative vers les plages de la Manche, ainsi que la massive évacuation de Dunkerque. Dans le rapport officiel qu'il remet à sa hiérarchie, ainsi que dans diverses réunions, Monty ne se prive pas de s'en prendre à ses pairs. Une nouvelle fois, sa suffisance ne lui vaut guère d'amis. Tandis que la plupart de ses collègues sont affectés à des postes outre-mer, où ils vont connaître de nouvelles humiliations au combat, Montgomery reste en Grande-Bretagne, tel un enfant têtu que l'on punit en le privant de sortie. Quand l'été 1942 arrive, le temps de l'humiliation semble avoir assez duré, et Monty reprend du service actif. Par le fait d'une décision hâtive, le haut commandement britannique change Monty d'affectation. Il va désormais assurer le commandement de la 8e armée, les célèbres rats du désert, qui sont stationnés près d'El Alamein, un poussiéreux dépôt de chemin de fer situé en plein désert. Or, cette mutation, Monty l'accueille avec enthousiasme. Montgomery sait en effet, au fond de lui, qu'il est désormais en face de sa vraie mission. Affronter le fugace renard du désert, le maréchal allemand Erwin Rommel. De quoi lui aiguiser l'appétit du combat. Qui est venu au secours de Monty lorsqu'il a manqué de se faire expulser pour avoir mis le feu à un autre aspirant? Craignant que sans une éducation militaire le jeune Monty ne tourne mal, sa mère plaida sa cause auprès du commandant de l'académie afin qu'il donne à son fils une seconde chance. En juillet 1942, l'Africa Corps a suffisamment conquis de territoire égyptien pour menacer la ligne de ravitaillement, vitale pour les Britanniques, qu'ils ont déployée tout autour du canal de Suez. Limité par ses propres lignes de ravitaillement trop disséminées et par un manque de renforts, et conscient qu'au contraire les renforts du côté britannique sont sur le point d'arriver, Rommel décide d'attaquer l'ennemi pendant qu'il en est encore à rassembler ses forces. C'est là que Montgomery montre son étonnante habileté à chausser les bottes de l'adversaire. Il anticipe pas à pas, carte en main, l'itinéraire de l'offensive de l'Africa Corps, ayant même prédit l'heure précise prévue dans le scénario de Rommel. Il accueille de ses canons anti-chars crachant un feu inouï les Panzers de son illustre ennemi à Alam Alpha le 30 août 1942. S'attendant suite à cet échec allemand à une contre-attaque sérieuse, Monty se retranche avec sa 8e armée. Comme en 1940, Montgomery se met à entraîner ses hommes à un tel degré que chaque manœuvre, chaque action répétée devient une seconde nature. En 6 semaines, la 8e armée concentre l'ensemble de ses forces et ses troupes sont fin prêtes au combat. 200 000 hommes et 1000 chars se mettent en marche derrière leur chef. Direction l'Africa Corps, c'est 100 000 hommes et 500 chars. Le nom de code donné à cette offensive est Opération Lightfoot. Montgomery espère ouvrir 2 corridors au nord à travers les champs de mines des puissances de l'Axe que les blindés pourront ainsi emprunter pour aller défaire leurs homologues allemands. Des attaques de diversion seront menées simultanément au sud afin d'empêcher les forces de l'Axe de remonter vers le nord. Montgomery s'attend à ce que la bataille dure une douzaine de jours, articulée en 3 étapes. La percée, le corps à corps et la débandade finale de l'ennemi. Dans les mois précédant l'offensive, les Britanniques vont avoir recours à diverses supercheries, histoire de prendre le commandement de l'Axe à contre-pied, non seulement sur la nature de l'opération, mais aussi sur la date possible de la bataille à venir. Cette entreprise de tromperie porte le nom d'Opération Bertram. Un faux pipeline est construit méthodiquement, étape par étape, de façon à faire croire à l'Axe que l'offensive est programmée pour bien plus tard, et bien plus au sud qu'elle ne l'est en réalité. Et pour parachever l'illusion, de faux chars en contreplaqué sont montés sur des châssis de Jeep et déployés au sud.
A contrario, les chars prévus pour la vraie bataille programmée au nord sont maquillés en camions de ravitaillement, avec force contreplaquée là aussi. L'axe, entre-temps, s'est enfermé dans un dispositif à 2 lignes, appelé par les Alliés les lignes Oxalic et E. Pearson, et ils ont planté quelques 500 000 mines, la plupart anti-chars. La bataille s'engage le 23 octobre à 21h40 avec un feu de barrage d'artillerie soutenu. L'objectif initial, c'est la ligne Oxalic, par laquelle les blindés sont censés avancer en vue d'établir la jonction avec la ligne Pearson. Mais d'emblée, un problème se pose. Les champs de mines n'ont pas tous été désamorcés. Le premier jour, l'attaque devant permettre l'ouverture du corridor nord s'avère trop courte et stagne à près de 5 km de la ligne Pearson. Quant aux forces opérant plus au sud, après avoir mieux progressé, elles se retrouvent bloquées devant la crête de Miteria. Le 24 octobre, le général allemand Stumm meurt d'une crise cardiaque. Rommel, malade, a pris quelques jours de congé en Autriche. Et le général Ritter von Thoma lui succède au moment même où Rommel, rappelé à son poste, est de retour le 25. Les Alliés, quant à eux, après un second échec au sud devant Miteria, décident de renoncer. Montgomery veut désormais focaliser l'attaque sur le nord. Le premier succès arrive dans la nuit du 25 au 26. La contre-attaque immédiate de Rommel, échouant pour sa part. Bilan, 6200 hommes perdus pour les Alliés, contre 2500 pour l'Axe. Rommel n'a cependant plus que 370 chars en état, contre 900 pour Montgomery. Sentant que son offensive perd de sa dynamique, Montgomery fait se regrouper ses troupes. Mis à part quelques menues actions menées ici et là, le 20 octobre, les lignes de l'Axe sont intactes. Ce qui n'empêche pas Montgomery de rester confiant et de préparer ses forces à l'opération Supercharge. La guerre d'usure faite de ces petites opérations et de raids aériens continus a eu pour effet de réduire les effectifs de Rommel à seulement 102 chars. La deuxième offensive alliée d'envergure se déroule le long de la côte dans le but de prendre le contrôle de la Raman Track, la piste Raman, et de s'emparer du plateau de Tel El Akakir. L'assaut a lieu le 2 novembre 1942. Le 3, il ne reste à Rommel que 35 chars en état. Et bien qu'il soit parvenu à contenir l'avancée britannique, il comprend bien qu'un repli s'impose. Or, le jour même, tombe de Berlin l'ordre d'Adolf Hitler qui l'oblige à renoncer à toute retraite. Le Führer lui commande de choisir entre la victoire ou la mort. Mais la pression britannique est telle que les forces allemandes n'ont d'autre alternative que de se replier, ce qu'elles font dans la nuit du 3 novembre. Le 6 novembre, les forces de l'Axe ont complètement battu en retraite et 30 000 hommes se sont rendus. Winston Churchill résume le sens de cette bataille avec ces mots dont il est coutumier. Ceci n'est certainement pas la fin, ce n'est pas même le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début. Une semaine après sa victoire d'El Alamein, Monty est promu au grade de maréchal et anobli en reconnaissance des services accomplis sur le champ de bataille. Sir Bernard Montgomery choisit pour nom de pairie le titre de Lord Montgomery d'El Alamein. Son succès, en tout cas, va l'inciter à s'assurer dorénavant pour chacune de ses batailles d'une confortable supériorité numérique, au point que d'aucuns lui attribueront une réputation d'hyperprudence. Le débarquement américain au Maroc, qui a lieu le mois suivant avec l'opération Torche, installe l'Africa Corps dans une position de faiblesse telle que la menace des forces de l'Axe en Afrique du Nord est définitivement levée. Montgomery et sa 8e armée poursuivent leur progression et prennent Tripoli le 23 janvier 1943. Rommel, désormais dépourvu d'hommes et de ressources matérielles, est dans l'impossibilité de monter une contre-attaque. Il est remplacé le 9 mars. Ce n'est pas ce changement qui freine le moins du monde les Alliés. Le 11 mai, les troupes de l'Axe capitulent et abandonnent la Tunisie. À quel sport Eisenhower a-t-il comparé les talents militaires de Monty? Ike, qui n'était pas un grand fan du maréchal, a comparé ses techniques de combat à la boxe, disant que Monty ne connaissait que 2 stratégies, le crochet du gauche et le direct du droit. Il ne reste plus aux Alliés qu'à se chercher de nouveaux points de chute.
La Sicile s'impose comme la conclusion logique à cette épopée nord-africaine, car son invasion permettrait de reprendre le plein contrôle de la Méditerranée. Ce faisant, les Alliés poursuivent un autre objectif, forcer l'Allemagne à retirer certaines unités de terre et de l'air du front Est et alléger d'autant sa pression sur les troupes soviétiques. L'invasion est confiée à la compétence conjointe du général George Patton et du maréchal Montgomery, car on la prévoit difficile en raison de la présence de 2 divisions allemandes venues renforcer le contingent italien de 300 000 soldats. Le plan originel de l'invasion est élaboré par le général britannique Alexander et signé, après quelques modifications mineures, par le général Eisenhower. La 7e armée américaine de Patton débarquera sur Palerme. La 8e armée britannique de Montgomery passera par le sud-est de l'île. Ce plan rend Montgomery furieux et il suggère au contraire que les Américains débarquent à l'ouest de sa 8e armée afin de la soutenir. Cela a pour effet de déclencher la colère des Américains qui comprennent très bien que Montgomery cherche à récupérer pour soi toute la gloire de l'opération. Montgomery exaspère en même temps sa propre hiérarchie, et tout particulièrement l'amiral Cunningham, qui dans une lettre au premier lord de la mer, peste de voir Montgomery être un tel embarras, et de constater l'incapacité d'Alexander à le contrôler. Quoi qu'il en soit, c'est la proposition de Montgomery qui est approuvée, et à son grand regret, Patton débarque avec ses troupes en soutien de la 8e armée britannique. La réponse que fait Patton à l'amiral Cunningham qui le presse de protester contre cette décision est très révélatrice de la personnalité du général américain. « Bon sang, amiral, ça fait 30 ans que je suis dans l'armée, et quand mon supérieur me donne un ordre, je dis oui, monsieur, et je fais tout ce que je peux pour l'exécuter. » De toute la campagne de Sicile, Patton exécutera tous les ordres qui lui sont donnés et fera son possible pour les interpréter comme il le sent, ce qui induit aussi que son style d'interprétation ne sera pas toujours du goût ni ne correspondra au style de ces messieurs Montgomery et Alexander. D'ailleurs, pendant toute la phase de préparation des débarquements de Sicile, Patton, Montgomery et Alexander ne se rencontreront pas une seule fois, ni ne discuteront ensemble de ces objectifs. Cela aura pour résultat qu'une fois débarqués, les troupes ne sauront pas vraiment quels objectifs poursuivre, à part celui de protéger le flanc gauche de la 8e armée. À l'instar d'Alexander, la majeure partie du commandement britannique n'a qu'une confiance étriquée dans la puissance de combat des forces américaines. Les Britanniques vont toutefois réaliser très vite que ces dernières ont beaucoup appris depuis leur défaite calamiteuse du col Qaderin en Libye. Les Allemands ont rendu les armes à Eisenhower pour la première fois à Reims. Une cérémonie similaire fut répétée le jour suivant à Berlin, en présence des Soviétiques. Cependant, Monty était toujours sur le devant de la scène. Qui a capitulé devant lui? 2 jours avant la capitulation de Reims, Monty a accepté la reddition des forces allemandes de Hollande, du Danemark et du nord de l'Allemagne. C'est ensuite Montgomery et sa 8e armée qui vont envahir dès le 3 septembre 1943 l'Italie, où ils ne rencontreront que peu de résistance. 6 jours plus tard, le 6e corps d'armée américain arrive à Salerne, où il essuie un bombardement consistant de la part des troupes allemandes, qui retardera jusqu'au 20 la prise de contrôle des plages. Les Allemands continuent de se battre avec une grande bravoure dans toute l'Italie du Sud. Et les Alliés avancent à pas compter sur Rome, leur prochain objectif. En décembre 1943, Montgomery est nommé à la tête de la 2e armée et prend le commandement de toutes les forces terrestres engagées dans la reconquête à venir de l'Europe. Le commandement suprême demeure toutefois entre les mains des Américains. Évidemment, Montgomery fait valoir qu'il est mieux qualifié qu'Eisenhower pour assurer le contrôle global de cette campagne nommée Opération Overlord. Mais Churchill ne parvient pas à faire modifier cette décision, les Américains assurant l'essentiel des ressources humaines, matérielles et logistiques. Désormais, sur le front nord de l'Europe, peu après le débarquement de Normandie, Montgomery prépare l'opération Market Garden,
dont le seul but est de faciliter l'avance des blindés de la deuxième armée britannique grâce à une attaque combinant forces terrestres et aériennes. Le 17 septembre 1944, 3 divisions du 1er corps d'armée aéroporté allié pénètrent en Hollande. Et parallèlement, le 30e corps d'armée britannique avance sur le territoire jusqu'alors occupé par les forces de l'Axe, avant de se voir bloqué devant Arnhem, où il subit une lourde contre-attaque allemande. Sur les 9000 soldats alliés parvenus à Arnhem, seuls 2000 survivent, qui doivent se replier de ce côté-ci du Rhin. Suite à cet échec, Montgomery remet en question la stratégie de front large préconisée par Eisenhower. Et pendant la bataille de Bulge, au cours de cette terrible bataille des Ardennes, Monty ne rate pas l'occasion de critiquer, en sa qualité de commandant de plusieurs unités américaines, Eisenhower pour s'être fait surprendre à plat de couture et exagérer son rôle dans l'issue de cette bataille. Pour ses propos, tout comme pour les commentaires qu'il laissera tomber lors de la conférence de presse du 7 janvier 1945, il sera durement désavoué par Churchill et le commandement de l'armée d'occupation britannique. Il manque même être remplacé avant d'être tout de même autorisé à rester sur le continent, où il va prendre le commandement en chef de l'armée d'occupation britannique. Peu après la fin de la guerre, il sert encore sous les ordres du général Eisenhower en tant que commandeur suprême adjoint des forces alliées en Europe. Toujours aussi rebelle après la guerre, Monty publie en 1958 ses mémoires, très controversés, où il règle froidement ses comptes avec ses pairs, Eisenhower compris. Ce faisant, il anéantit le peu d'amitié que certains lui portaient encore et se condamne pour le restant de ses jours à une solitude croissante. Sir Bernard Law Montgomery décède en 1977 dans l'indifférence la plus totale. Malgré la rudesse de caractère et l'ego inébranlable de cet homme, par ailleurs remarquable, l'Angleterre a conscience de perdre l'un de ses plus grands héros de guerre. Oui, un héros, Sir Bernard Montgomery.